Bonsoir, nous revoilà dans le programme d'histoire. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la question de la méthodologie de la dissertation en histoire. Donc, ce qu'il faut essayer de comprendre tout d'abord, il faut savoir que la dissertation en histoire et en géographie constitue un exercice de rédaction qui consiste à analyser un sujet, à organiser ses connaissances et à développer justement une argumentation logique afin de répondre à la problématique, n'est-ce pas? Dès lors, ce qu'il faut faire quand vous avez un sujet de dissertation, c'est de lire à plusieurs reprises le sujet, comme on l'avait dit la fois passée. Donc en lisant à plusieurs fois le sujet, cela vous permettra forcément d'avoir des idées qui vont vous traverser l'esprit. Et ces idées-là doivent être répertoriées au niveau de votre brouillon, n'est-ce pas? Maintenant, donc il faut tout de même souligner les concepts clés, parce que toujours dans le sujet, vous avez un ou encore des concepts clés. Et ces concepts-là doivent être soulignés, n'est-ce pas? Après avoir souligné ces concepts, il va falloir tout simplement les définir. Mais si possible, l'élève peut également reformuler le sujet. La reformulation est également importante, parce que cela va vous permettre tout simplement, une fois de dégager votre problématique, de le faire d'une manière beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Et regardez, ici, parmi les parties de la dissertation, donc nous comprenons les parties. Les parties ne sont que trois. Nous avons trois parties au niveau de la dissertation. La première partie renvoie à l'introduction, la deuxième, c'est le développement, et enfin, vous avez la conclusion. Telles sont les trois grandes parties que comporte une dissertation. Alors, nous allons nous appesantir tout simplement la première partie qui met en évidence l'introduction. Et pour introduire, donc il nous faut trois sous-parties obligatoires. La première sous-partie renvoie à l'amorce du sujet, autrement dit amener le sujet, n'est-ce pas? La deuxième sous-partie, c'est de poser tout simplement le problème, autrement dit la problématique. Et enfin, l'élève se doit d'annoncer le plan. Telles sont les trois sous-parties que comporte une introduction. Donc, pour ce qui est de l'amorce du sujet, l'amorce peut se faire sous deux formes, sous deux manières, n'est-ce pas? Et la première forme, c'est justement la conceptualisation. Comme on l'avait dit la fois dernière, que la conceptualisation renvoie à conceptualiser. C'est le fait de conceptualiser. Vous avez des concepts dans le sujet, vous les avez soulignés, vous les avez définis. Maintenant, pour amener le sujet, donc vous définissez directement ces concepts clés-là que vous avez soulignés. Donc, raison pour laquelle, par définition, on nous dit que la conceptualisation renvoie tout simplement à faire la définition des concepts clés ou bien du concept clé, n'est-ce pas? Maintenant, au-delà de la conceptualisation, vous avez la contextualisation. Étant donné que la conceptualisation renvoie à la définition de concept, on peut tomber dans l'oubli. On peut oublier la définition du concept que l'on doit définir. Maintenant, si l'on tombe dans l'oubli, on peut tout simplement utiliser une nouvelle démarche. Donc, pour cette démarche, on renvoie justement à la contextualisation. C'est quoi la contextualisation? C'est le fait de contextualiser. Cela veut dire tout simplement, l'élève ici doit rappeler les faits historiques. Les faits historiques de l'événement relaté dans le sujet. On a compris. Donc, telles sont les deux manières que l'élève peut utiliser afin véritablement d'amener le sujet comme il se doit. Donc ça, c'est la première sous-partie qui renvoie à l'amorce ou encore le fait d'amener le sujet. Au-delà de la première sous-partie, nous avons la seconde sous-partie qui renvoie à la problématique. Maintenant, ici, la problématique, comme vous le savez très bien, elle peut se faire sous deux formes, n'est-ce pas? Nous avons dès lors une problématique interrogative, mais aussi une problématique affirmative. C'est quoi une problématique interrogative? Ici, l'élève se doit de poser une question pertinente, une question qui véritablement renvoie à la question posée par le sujet, n'est-ce pas? Ici, l'élève doit problématiser à travers une question pertinente qui, en effet, lui permettra véritablement de faire apparaître l'enjeu du sujet, n'est-ce pas? Et au-delà de cette forme que l'on appelle la forme interrogative, vous avez également la forme affirmative. C'est la problématique affirmative, n'est-ce pas? On peut problématiser en utilisant ici des connecteurs logiques.
Nous en avons plusieurs connecteurs logiques, parmi lesquels c'est dans ce contexte, c'est dans ce sillage, c'est dans cette logique, c'est dans cette foulée, n'est-ce pas, que l'autre affirme 2 points, vous ouvrez les guillemets et vous insérez le sujet, n'est-ce pas, c'est la deuxième sous-partie, n'est-ce pas. Et enfin, la troisième sous-partie, c'est l'annonce du plan. Ici, l'élève également doit annoncer le plan. Et l'annonce du plan dépend tout simplement de la consigne, parce que dans un sujet de dissertation, vous avez obligatoirement un contexte et une consigne, n'est-ce pas. Le contexte, c'est l'événement relaté, l'événement mis en évidence, mis en exergue. Donc, à côté de ce contexte, vous avez la consigne. La consigne, c'est en quelque sorte ce qu'on vous demande de faire. Vous avez vu. Donc, raison pour laquelle, si la consigne est de 2 parties, n'est-ce pas, ou bien si au niveau de la consigne, on vous demande de faire 2 choses, donc ces 2 choses-là doivent être, n'est-ce pas, mentionnées au niveau du plan. On a compris. Donc, raison pour laquelle le plan, n'est-ce pas, se forme à travers la consigne. Vous avez vu. Si dans la consigne, on vous demande de faire 2 choses, donc retenez tout simplement que votre plan portera sur 2 choses. Si votre consigne portera sur 3 idées principales, cela veut dire que votre plan doit être référé au niveau de la consigne. Je veux dire par là que si la consigne, n'est-ce pas, est de 3 idées principales, 3 idées maîtresses, cela veut dire que votre plan sera de 3 idées maîtresses. On a compris. Donc, telles sont véritablement les 3 sous-parties que l'on peut avoir véritablement dans une dissertation en histoire. Maintenant, s'il s'agit de la géographie, étant donné que la géographie renvoie justement à l'étude de la Terre, n'est-ce pas, des phénomènes et ainsi de suite, là, il serait pertinent que l'élève définisse la zone géographique, n'est-ce pas. Par exemple, si on parle de l'espace nord-américain, l'élève se doit de définir l'espace nord-américain. Si ça renvoie au Sénégal, l'élève doit également définir la zone géographique dans laquelle plutôt se situe le Sénégal. On a compris. Donc c'est ce qu'il faut essayer de comprendre d'une manière globale. Maintenant, pour ce qui est du développement, le développement dépend du plan. Je dis bien, le développement dépend du plan. Comme le plan dépend de la consigne, le développement dépend du plan. Donc si votre plan est de 2 parties, forcément votre développement sera divisé en deux parties. Parce que le développement, c'est le corps du devoir. C'est la partie centrale de votre travail. Donc c'est à ce niveau que l'élève doit diviser son travail. Par exemple, ici, nous avons un plan de 2 parties. Forcément, nous allons avoir un développement de 2 parties. Et regardez très bien ici, dans la première partie, que doit faire l'élève, l'élève doit expliquer. L'élève doit argumenter, enfin l'élève doit donner des exemples. Donc, raison pour laquelle pour cette partie, il va falloir expliquer. On parle de l'explication. Il va falloir argumenter, donc l'argumentation, il va falloir donner des exemples ici, si possible. Vous avez vu. Et après avoir, expliqué, argumenté, puis donner des exemples, donc il va falloir justement faire une conclusion partielle. Donc la conclusion partielle, cela renvoie à la conclusion de la première partie. Maintenant, après avoir effectué cette conclusion partielle, l'élève également se doit de mettre ce qu'on appelle une phrase de transition. Cette phrase de transition nous permet, n'est-ce pas, de montrer que nous avons fini une partie pour aborder une autre partie. Donc maintenant, pour ce qui est de la conclusion partielle, on peut utiliser des connecteurs. Parmi ces connecteurs, on peut citer en résumé, n'est-ce pas, bref, ainsi de suite. Maintenant, pour transiter d'une partie à une autre, il va falloir utiliser des connecteurs logiques. Des connecteurs qui nous permettent également de transiter, parmi lesquels on peut citer cependant, toutefois, n'est-ce pas, etc. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs connecteurs. Et après avoir transité, vous mettez un point, vous allez à la ligne et vous abordez la seconde partie. Donc la deuxième partie, vous faites comme vous avez fait la première partie, cela veut dire tout simplement vous expliquez, ensuite vous argumentez, enfin vous donnez des exemples. Et après avoir fini de faire tout cela, vous faites une deuxième conclusion partielle, donc pour la deuxième partie. Donc vous avez vu, donc dans la première conclusion partielle, vous avez utilisé en résumé, et dans la deuxième conclusion partielle, vous avez utilisé bref, pour un peu résumer
tout ce qui a été dit au niveau de la deuxième partie. Ici, je vais résumer tout ce qui a été dit au niveau de la première partie. Maintenant, pour ce qui est du temps, ce qui concerne la dissertation, donc les temps adéquats, les temps appropriés, donc c'est justement l'imparfait, n'est-ce pas, le passé composé, le présent. On peut utiliser par exemple le futur quand il s'agit ici de dégager des perspectives. Mais retenez que ces temps sont les temps adoptés concernant justement la dissertation. Et enfin, vous avez ce qu'on appelle la conclusion. La conclusion est également divisée en 3 sous-parties. Maintenant, la partie obligatoire est cette partie qui renvoie au bilan, autrement dit le résumé, ou encore la synthèse de tout ce qui a été dit au niveau du devoir, au niveau de votre développement. Autrement dit, c'est la somme des conclusions partielles. Et de ce fait, donc, il va falloir également utiliser des correcteurs qui permettent au correcteur de savoir que l'élève est en train de conclure. Justement, parmi ces correcteurs, on peut citer en somme, on peut citer en définitive pour conclure, il y en a plusieurs. Hein. Donc, et après avoir résumé tout ce qui a été dit dans le développement, vous devez justement donner votre opinion si possible, donner votre point de vue par rapport à ce sujet, n'est-ce pas? Et pour donner votre point de vue, il y a également des correcteurs parmi lesquels, par ailleurs, en outre, nous pensons que, et vous donnez votre avis, votre opinion vis-à-vis du sujet, n'est-ce pas? Et enfin, vous avez les perspectives. Bon, ce n'est pas obligatoire, mais si vous pouvez également faire une ouverture, donc qui peut justement être l'objet d'un nouveau sujet ou bien d'une nouvelle question. Donc c'est tout ce qu'il faut retenir par rapport à la démarche, par rapport à la méthodologie de la dissertation d'une manière globale. On a d'ailleurs donné 2 exemples d'introduction, et dans ces 2 exemples d'introduction, les méthodes ne sont pas les mêmes. Au niveau de la première introduction, regardez très bien, on a utilisé, pour amener le sujet, je dis bien pour amener le sujet, on a utilisé la méthode par conceptualisation. La méthode par conceptualisation. Ici, on a défini directement la détente. Parce que tout simplement, vous avez ici un exemple de sujet. Un exemple de sujet, regardez, dissertation, sujet. Vous avez un contexte, vous avez une consigne. Et dans le contexte, qu'est-ce qui a été dit? On nous dit que la détente a favorisé le maintien de la paix mondiale entre 1962 et 1979. La consigne. Après avoir expliqué les causes de la détente, analyser ses limites. Vous avez vu, ici vous avez le contexte, c'est clair, et la consigne. Donc, raison pour laquelle nous allons essayer tout simplement de faire une introduction par rapport à ce sujet-là. Et retournons un peu là-bas. Regardez ici. J'ai défini la détente. Donc, j'ai adopté ce qu'on appelle la méthode par conceptualisation. Et regardez, on nous dit ici la détente est une période de la guerre froide, durant laquelle les États-Unis et l'URSS cherchent à apaiser leurs relations par le dialogue et la coopération sans mettre fin à leur rivalité idéologique. Elle symbolise un véritable moment d'accalmie. À partir de là, on sent nettement qu'on a amené le sujet parce qu'on a défini le concept clé qui renvoie à la détente. On a défini la détente, donc on a amené le sujet. N'est-ce pas? Jusque-là, c'est bon. Maintenant, après avoir amené le sujet, on met un point, on part à la ligne pour poser la problématique. Vous avez vu? Et regardez, ici, j'ai utilisé la problématique sous forme affirmative, n'est-ce pas? En utilisant un connecteur logique. Ainsi, c'est dans cette logique que s'insurge l'affirmation selon laquelle je mets 2 points, j'ouvre les guillemets, n'est-ce pas? Je mets 2 points et j'ouvre les guillemets. Maintenant, j'insère le sujet comme il a été donné au niveau du contexte. Regardez 2 points. La détente a favorisé le maintien de la paix mondiale entre 1962 et 1979. Je ferme les guillemets. En ce moment-là, j'ai problématisé, mais la problématique affirmative que j'ai utilisée. Donc, vous mettez un point, vous allez la ligne, vous annoncez le plan. Je vous ai dit que votre plan dépend de votre consigne. Donc, raison pour laquelle, pour faire votre plan, pour annoncer votre plan, j'ai utilisé donc cette démarche. De ce fait, pour une bonne compréhension, justement, pour une bonne compréhension du sujet,
il serait important d'expliquer d'abord les causes de la détente, enfin analyser les limites de celle-ci.